Bienvenue sur Crypto for Good, le podcast qui décortique les projets blockchain et crypto à impact. Si tu t'interroges, comme moi, sur le potentiel réel de la blockchain et du Web3 à changer le monde, enfin surtout à le changer de manière utile, alors tu es au bon endroit. Je suis Antoine Taureau et chaque semaine je reçois à mon micro des entrepreneurs, des C-levels, des représentants d'ONG qui viennent nous parler d'un projet innovant s'appuyant sur la blockchain pour délivrer un impact social ou environnemental positif. Bonne écoute. Salut Vincent, ravi de t'accueillir au micro du podcast. Ça fait longtemps que je voulais interviewer quelqu'un de chez Cardashift. Tu vas pouvoir nous parler de ton parcours en plus, mais c'est vrai que Cardashift, étant donné la mission que vous vous êtes donnée et étant donné la ligne éditoriale de Crypto for Good, ça fait, je pense, plus que sens de discuter ensemble. Bon, bienvenue en tout cas. Carrément. Merci Antoine, salut. Enchanté, ravi d'être ici. En plus, c'est d'autant plus ravi après avoir vu certains projets qu'on a pu accompagner sur les derniers mois passer avec brio sur le podcast. Donc, je pense que c'est cool. On va pouvoir tirer pas mal de liens par rapport à ce que nous on fait avec eux, donc notamment Pixo Revolt. Effectivement. Donc, enchanté. Ouais, carrément. C'est vrai qu'on va pouvoir discuter plus sous l'angle Cardashift et voir quel est votre rôle exactement là-dedans et creuser tout ça ensemble. Mais avant de creuser sur Cardashift, je te propose de te présenter et que tu nous racontes aussi tes autres expériences dans le Web3. Ouais, carrément. Écoute, moi c'est assez simple. Je suis rentré dans le Web3, bon, comme beaucoup par une porte spéculative initialement, mais en courant 2016, fin 2016, et assez vite je me suis tourné vers le principe des smart contracts en fait, et c'est ça qui m'avait vraiment fait avancer dans ma réflexion, et j'ai voulu d'emblée commencer à travailler pour des entreprises, plutôt pour des corpos, dans la logique de dire est-ce qu'on peut aller travailler sur des enjeux de chaîne d'approvisionnement et de comment est-ce qu'on pouvait fluidifier le commerce mondial, notamment à l'endroit de l'environnement, via l'utilisation des technologies blockchain, des smart contracts et tout ce qui s'ensuit. C'était beaucoup trop tôt. J'ai fait ça pendant 2-3 ans, d'abord tout seul, puis de plus en plus en mentorant de personnes, mais donc du coup j'étais pas forcément deep dans la techno Web3, ce qu'on voit aujourd'hui dans l'écosystème Web3, avec la DeFi et tout ce qui s'ensuit. Moi j'étais plutôt vraiment sur les cas d'usage entreprise, et c'est vrai que au moins ça a permis d'être de vraiment rencontrer beaucoup de boîtes et de voir à quel point on était loin de pouvoir faire quelque chose avec elles, chose qui est plus ou moins le cas aujourd'hui évidemment. Et en 2020 j'ai rejoint SmartChain, qui est une ESN Web3, donc on a une 50aine de personnes, principalement des développeurs full stack et smart contract, et l'idée c'est de pouvoir déployer un applicatif de A à Z avec un client, qui peut être un corpo comme une startup ou autre. Et donc j'ai rejoint au début de l'aventure, on a fait le bull run ensemble, bossé sur pas mal de projets, aussi beaucoup de projets corpo. Je fais pas mal de conseils et de formations à ce moment-là. Et il y a 18 mois maintenant à peu près, on a lancé l'initiative Cardashift en se disant la techno est dingue. Il y a plein de propriétés qui semblent être pertinentes lorsqu'il s'agit de combattre, en tout cas de répondre à des challenges que rencontrent nos sociétés, et qui plus est notre rapport à l'environnement et au fait que il faut penser à notre planète Terre aussi demain. Et on s'est dit il y a quelque chose à faire, on savait pas trop quoi, et on s'est lancé il y a 18 mois dans cette aventure-là, et depuis moi j'y suis quasiment complètement dédié, à peu de choses près. Ça m'arrive encore de parler à des clients qui sont hors du monde de l'impact, mais c'est relativement rare maintenant. Ok, donc le but de Cardashift, c'est d'aider des projets à impact. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la philosophie lors de la jeunesse du projet? Alors, la philosophie et la jeunesse du projet, c'est assez rigolo. C'est finalement, on avait vraiment conscience profondément, ou en tout cas des convictions très profondes, qu'il y avait quelque chose à faire. Le principe de la blockchain des smart contracts et le fait de pouvoir créer des actifs numériques, ça a
plein de pouvoirs, plein de vertus, et de l'autre côté toutes ces notions qui commencent à émerger il y a 2 ans déjà autour de la gouvernance des DAO et de dire comment est-ce qu'on peut avoir une somme d'humains qui arrivent à se gouverner et à prendre des décisions tous ensemble sans se retrouver sous une forme pyramidale d'entreprise, d'organisation ou autre. Alors, on se disait que vraiment à ces intersections-là, il y avait forcément quelque chose d'assez incroyable à faire pour le climat et pour nos sociétés. Pour autant, on n'était pas forcément très certain de ce qu'il y avait. On voyait déjà arriver les premières esquisses de marché carbone sur la blockchain avec un peu d'effroi parce qu'on trouvait que d'ailleurs c'était pas très quali, que ça allait même sûrement à l'opposé de ce qui devrait être fait pour en prenant en considération nos enjeux climatiques. Quand bien même, on s'est dit qu'il y avait quelque chose à aller creuser, donc on a lancé une ICO, on a levé des fonds, on a lancé un premier batch de projets. Donc là, on a eu plus de 150 appels à candidatures de sociétés qui sont dans le let's say Web 2, qui sont dans le Web 2 et qui aimeraient utiliser les leviers du Web 3 pour lever des fonds. Principalement, c'était à cette époque-là, c'était vraiment lever des fonds, utiliser le Web 3 pour lever des fonds pour déployer son activité qui est déjà existante. Et c'était assez intéressant parce que du coup, on est descendu à 10 projets qu'on a fait sélectionner derrière, 2 par notre communauté de détenteurs de tokens. Et c'est ça qui nous a permis vraiment de bien nous orienter et de se dire, OK, où est-ce qu'il y avait vraiment des choses à faire déjà à court terme et où il y avait vraiment des marchés à craquer et qu'il y avait un intérêt d'utiliser la techno pour démultiplier l'impact positif qui était généré par ces sociétés. Et c'est ce qui nous a amené aujourd'hui vraiment sur la voie de ce qu'on appelle nous en interne en tout cas notre produit économie circulaire, mais qui est vraiment le financement par les citoyens des nouvelles chaînes de valeur et des nouveaux modes de consommation. C'est de dire aujourd'hui de permettre Pixo qui est sur les contenants réutilisables dans la restauration, c'est permettre à quiconque de financer ces contenants et le déploiement de ces contenants et d'être incentivé à la réussite de ces chaînes-là. Donc c'est vraiment parce que quand on parle de réemploi, il y a plein de nouveaux acteurs qui ont émergé qui n'existaient pas avant, et il faut les financer. Et aujourd'hui, c'est ça le gros enjeu, c'est les financer le déploiement, et aussi et surtout amener ce changement de comportement, parce que finalement, financer et déployer, c'est 50% du boulot, les autres 50%, c'est que le consommateur change de façon de consommer. Et en fait, en lui donnant aussi cette capacité d'investir à des prix tout à fait abordables, parce que c'est quelques dizaines d'euros pour commencer à pouvoir faire quelque chose, c'est aussi permettre d'amener ce changement de comportement par une autre voie en disant maintenant tu peux être consommateur mais investisseur de ces chaînes-là. Et c'est une très très bonne base pour nous pour rentrer dans des logiques où demain on va pouvoir vraiment valoriser mieux l'impact positif qui est généré. Donc être vraiment dans une logique de régénération où à date, si on regarde ce qui est fait, quand je finance Pixo par exemple, on finance une promesse, on finance des contenants qui vont tourner dans un parc, et il y a que à partir du moment où il y a un certain nombre de cycles qui vont être effectués que l'impact sera constaté. Et l'enjeu, et c'est là où la techno aussi, la blockchain a un intérêt par ses propriétés de traçabilité, de transparence et de registre immuable en tout cas de données, c'est que à compter du moment où on arrive à tirer cette data, à vraiment rendre compte de qu'est-ce qu'a fait concrètement un contenant, combien de cycles il a fait, à partir de quand il a un impact positif ou un évitement en tout cas d'impact négatif sur notre environnement, et qu'on peut réussir à tracer ça sur la blockchain par exemple, ça nous permet de rentrer dans les logiques où demain on va pouvoir aussi tout ce surplus d'impact, en tout cas cet impact positif qui a été généré ou l'impact négatif évité, on va pouvoir le valoriser avec d'autres types d'actifs en disant on passe de la promesse à la preuve. C'est un des gros enjeux aujourd'hui quand on finance des boîtes à impact, c'est que souvent c'est de la promesse, il y a très peu de preuves, c'est difficile de prouver, et une fois que tu as prouvé, la preuve n'a pas de valeur parce que tout ce qui est de la valeur n'est que extraction aujourd'hui dans nos économies. Donc c'est assez compliqué pour ces boîtes de s'en sortir. Carrément. On reviendra sur ces aspects, je pense. Mais donc, si j'essaie de bien comprendre, ce que tu me dis, c'est que vous avez finalement, vous reposez sur l'aspect communautaire, gouvernance décentralisée, même financement décentralisé, déjà pour permettre à des projets de voir le jour ou peut-être d'accélérer. Et après, potentiellement, dans un second temps, les propriétés intrinsèques de la blockchain, vous les voyez plus pour cet aspect vérification. En fait, prouver la promesse qu'on est venu financer avant
via une communauté assez dynamique, comme on le sait sur les marchés crypto, quoi. Si tu veux, moi, je vais te faire le topo de ce que je rêverais, tu vois, mais on a un enjeu X qui est, on ne doit plus avoir de plastique en France. Prenons la France, on ne doit plus utiliser de plastique dans le monde. Et ensuite, on va descendre dans une localité, on va dire, à Paris, plus de plastique dans la restauration. À Paris, il y a tant, et l'objectif, il est de temps. Enfin, c'est très simple aujourd'hui. Je veux dire, c'est des choses qui sont très factuelles, très chiffrées. On utilise tant de plastique quotidiennement, on doit arriver à temps. Et maintenant, la question, c'est comment on y va. Et en fait, l'objet token sur la blockchain avec une propriété individuelle de ces objets, avec ces logiques de gouvernance et de DAO, ces fameux buzzwords qu'on met autour de la table. En fait, ça, c'est là où je vois le plus gros intérêt, c'est de dire qu'aujourd'hui, on a des objets qui permettent de faire se regrouper tout type d'acteurs autour d'une table dans un objectif commun. Et donc là, c'est vraiment de dire, si on devait faire des DAO du réemploi, t'as la DAO de Paris qui a un objectif, c'est ça, actuellement, on en est là. L'objectif, il est là. Comment est-ce que tous ensemble, on y va? Et c'est vraiment ça le rêve, en fait, de pouvoir faire ça sur ces principes d'organisation décentralisée et de dire que par-dessus ça, effectivement, il y a des actifs qui peuvent être rémunérateurs comme juste qui peuvent être des actifs pour participer à cette économie qui se crée, quoi. Ouais. Et vu que tu me tends la perche, donc là on aurait des tokens qui pourraient valoriser les efforts faits par chaque acteur pour réduire l'usage des plastiques, par exemple. Alors comment tu verrais un monde qui pourrait valoriser ce genre de choses? Parce qu'aujourd'hui c'est vrai que, comme tu l'as dit, on est sur de la valeur extractive. Enfin, notre économie, elle n'est pas forcément capable de valoriser un certain nombre de choses, donc pourtant qu'on aurait besoin de valoriser sur cette planète. Mais tu l'as mentionné avant, il y a quand même un mécanisme justement qui concentre beaucoup d'intérêt parce que justement ça permet de mettre de la valeur dans quelque chose qui est un petit peu intangible à la base, donc c'est le CO2 via les crédits carbone. Tu as creusé un petit peu ces sujets-là. C'est quoi ton opinion sur justement sur le marché des crédits carbone, et est-ce que on pourrait imaginer des parallèles avec d'autres enjeux impact qui n'ont rien à voir? Ouais, c'est un très grand sujet. Je pense qu'on pourrait en parler pendant des jours, mais la différence du marché des crédits carbone par rapport à n'importe quel crédit alternatif qu'on pourrait être amené à avoir ou qui pourrait se créer, de fait de dire on veut récompenser une action qui est positive, quelle qu'elle soit. Le crédit carbone, c'est un marché qui existe et qui a été légiféré, grosso modo. Donc du coup, c'est pour ça qu'il existe, c'est pour ça qu'il est utilisé. C'est que il y a le marché obligatoire, il y a le marché volontaire, selon les types d'entreprises et les types de pollueurs finalement. Et moi, je dis pas que c'est bien, pas bien, que la financiarisation de l'impact soit une bonne ou une mauvaise chose. Moi, mon avis, il est très simple, il est très pragmatique, il est de dire, aujourd'hui, dans tous les cas, on a conscience que la finance est extractive et qu'elle prend pas en considération tout ce qu'elle devrait prendre en considération pour qu'on puisse vivre en harmonie entre le vivant, la planète et les humains, les autres vivants et la planète. On le sait. Enfin, ça, je pense on peut pas trop le réfuter. Par contre, la question, c'est comment est-ce qu'on arrive à balancer tout ça. Et si on se dit, en fait, il faut qu'on soit complètement à l'inverse, est-ce qu'on va réussir à shifter? Je pense pas. Je pense qu'en fait, il faut utiliser, après, ça, c'est un avis très personnel, mais est-ce qu'on peut réussir à utiliser la finance et les mécanismes financiers qu'on connaît depuis longtemps pour balancer justement vers une économie qui soit plus régénérative. Et ça, je pense que c'est faisable. Je pense que les crédits carbone vont dans ce sens-là. La problématique que j'y vois aujourd'hui, si je regarde pas les crédits, déjà sans faire un focus sur ce qui se passe sur la blockchain, si on regarde juste les crédits carbone en tant que tels, c'est déjà le principe, c'est un peu vu que tout n'est pas pris en considération, le fait de pouvoir acheter des choses pour avoir le droit de polluer, le principe il est un peu twisted, parce que finalement c'est ça, des entreprises achètent des crédits pour avoir le droit de polluer par ailleurs. C'est mieux que rien, je pense. Par contre, la question c'est où d'ouvrir le crédit. Excuse-moi de te couper, mais juste pour rebondir là-dessus, tu vois, par exemple, la réponse d'un Shift Project, c'est de dire, les gars,
vous devez siloter vos objectifs. Parce que sinon, c'est trop facile. Parce qu'en fait, si tu peux juste compenser ce que t'as pas réussi à réduire et que tout ça est mis dans le même panier, bah là, effectivement, tu peux te dire par facilité, c'est plus facile d'acheter des crédits carbone que de réduire mes émissions. Par contre, si tes deux objectifs sont en silo, d'un côté, tu dois arriver à tant de réduction, tu peux pas tu peux pas y échapper, et de l'autre tu as une petite quantité qui sera effectivement des émissions résiduelles très compliquées à complètement killer, que là tu peux utiliser du crédit carbone. Enfin voilà, c'est juste petite digression, c'est un peu la parade proposée par Shift Project notamment. Et je Il y suis a Net assez Zero aligné avec Initiative, ça. plutôt Net Zero Initiative que Shift Project il me semble d'ailleurs, mais bon bref. Ouais, carrément. Et tu vois, après, ça, c'est assez symptomatique d'un marché qui a été construit, mais qui n'a pas forcément été construit non plus pour les bonnes personnes. Enfin, alors, je dirais les bonnes personnes, pour les bons acteurs économiques, les bons agents économiques, parce qu'aujourd'hui, pour moi, les deux problèmes que je vois, il y a un problème au niveau de l'offre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de projets qualitatifs qui émettent des crédits. Et de l'autre côté, enfin, au milieu de ce process-là, il y a les auditeurs et ceux qui vont vraiment permettre de certifier et donc de permettre d'émettre ces crédits. Et ben, ils sont au nombre de pas beaucoup. C'est un oligopole un peu particulier où en fait le coût de la certification pour avoir ces crédits est très élevé et c'est vraiment des démarches très compliquées. Et donc finalement les sociétés et les organisations qui seraient certainement le plus en besoin, parce que par ailleurs très early dans leur développement, c'est elles qui auraient le plus besoin d'eux. Mais aujourd'hui elles n'ont pas la possibilité d'eux parce que c'est beaucoup trop complexe et coûteux pour eux. Et en fait, c'est ça où tu te dis, bah, il y a quand même un problème parce que ça devrait servir à ces boîtes-là. Aujourd'hui, pourquoi ça ne leur sert pas? Et un peu, donc moi, honnêtement, c'était un peu mon espoir quand j'ai commencé à voir des projets carbone arriver sur la blockchain. Je me suis dit, ils vont essayer de résoudre ces problèmes-là. Et en fait, pas du tout. Aujourd'hui, je suis assez décontenancé de ce que je vois à titre personnel. Je trouve qu'il y a des initiatives techniquement, c'est très intéressant. On va dans des endroits intéressants, je pense, ouais, sur de la tech, sur des petites choses, mais le fond du problème, on n'y touche pas. Ça veut pas dire que les projets qui y sont dessus sont qualitatifs. Souvent d'ailleurs, on vient reprendre des crédits qui sont très vieux et qui sont pas forcément très transparents en termes de c'est quoi les sous-jacents derrière et tout ce qui s'ensuit. Et à côté de ça, moi, ce que je voyais beaucoup dans la blockchain, c'est comment est-ce qu'on pouvait distribuer le processus de certification en disant vraiment le rendre plus accessible avec un réseau de personnes qui sont agrégées plutôt que des entreprises, trois oligopoles, enfin trois grosses boîtes qui gèrent ces trucs-là. Là, je pense qu'il y a un vrai truc à jouer qui peut être fou. Mais aujourd'hui, je vois rien qui va vraiment dans ce sens-là. Je vois quelques trucs sur les MRV, donc la capacité à mesurer et vérifier les datas. Il y a des choses qui commencent à sortir tout doucement et qui sont vraiment plutôt quali. Mais ouais, aujourd'hui on voit beaucoup des marketplaces pour des crédits qui sont douteux, à mon sens. Je dis pas que ça va pas dans le bon sens, mais je pense qu'on peut faire beaucoup mieux avec la tech et on peut vraiment faire des choses très très profondes qui permettront de changer drastiquement la manière dont on a d'appréhender le marché carbone et donc par extension tous les autres marchés d'impact qui vont se créer ou qui se sont déjà créés autour de la biodiversité, autour d'enjeux sociétaux, parce que je pense qu'à un moment donné, on peut pas juste avoir un prisme carbone si on veut arriver à une transition. Ouais. Et donc, pour toi, ça doit forcément passer par une DAO, par exemple? Quel process exactement passer par une DAO? Bah, le fait de décentraliser des processus, par exemple, de vérification, quand tu parlais de passer de la promesse à la preuve, ou d'apporter de la confiance par rapport à cette dite preuve. Bah, ça rejoint. Moi, je crois beaucoup au fait que qu'avec la technologie, aujourd'hui, on est en capacité de créer les plus grands syndicats ou associations professionnelles qu'on ait jamais connues. Vraiment, où on est capable de faire se rejoindre tous les comptables au même endroit, enfin dans la même organisation. Je suis persuadé que la tech nous permet de faire ça de manière super intéressante et qui permet vraiment de gérer des organisations plutôt associatives, en tout cas des groupes d'intérêt, d'une manière complètement différente.
Et donc je pense que ouais, ça passe par là. Après, je dis pas qu'il y a pas d'étape intermédiaire. Alors là, c'est bien loin de là. Je pense que ça va être très centralisé et ça va naturellement de plus en plus évoluer parce que la décentralisation a ses limites. Enfin, j'ai fait des expérimentations, par exemple, sur des sujets de financement par le vote, enfin vote et financement, complètement centralisé et complètement décentralisé. Les deux ont des avantages et des inconvénients, et le décentralisé a beaucoup d'inconvénients aussi, surtout quand t'es au début. Euh, et, euh, et c'est vrai que non, j'y crois beaucoup. Après, je pense que c'est peut-être un peu le côté rêveur aussi, mais il faut au moins ça pour se dire qu'on va pouvoir faire bouger un peu les lignes, quoi. Ok. Et pour faire le lien, revenir un petit peu sur Cardashift, donc effectivement j'ai eu le plaisir de recevoir Benjamin de Pixo et Alexis de Revolt que vous avez soutenu avec Cardashift. Et effectivement, donc là on est sur des startups qui ont, alors on n'a pas parlé de ces sujets-là, mais a priori, vu que ce sont des startups qui ont fait rentrer à leur capital des investisseurs dans un marché classique avant de mettre un pied dans la crypto, bon, on est sur un mode de gouvernance centralisé, pyramidal, classique. Et comment ça se passe la cohabitation avec finalement une sorte de d'antenne DAO qui vient se greffer à ça? Ah, c'est une superbe question. Aujourd'hui, je pense que c'est pas un enjeu à court terme, mais ça peut le devenir si la propension citoyenne DAO devient très très forte. Là aujourd'hui, pardon, si tu on prend Revolt, on a 150 personnes qui sont dans la DAO. Finalement, c'est une petite DAO aujourd'hui euh, qui ont des NFT Revolt. Ils n'ont pas de pouvoir décisionnel sur les activités même, le cœur business de la boîte. Ils ont un pouvoir décisionnel sur une trésorerie qui a été allouée au fait à un processus un métier très particulier qui est je source, je rachète, je répare et je revends des véhicules électriques. Euh, et pour Pixo, c'est autour des contenants. Et en fait, le fait de s'arrêter vraiment à un métier, à un processus qui génère de la valeur, ça permet vraiment aujourd'hui en tout cas, d'isoler les activités. Et évidemment, Revolt ou Pixo restent des entreprises qui sont centralisées avec des enjeux business très monde réel, et c'est sûrement mieux comme ça à court terme. L'idée, c'est plutôt de dire comment est-ce qu'au fur et à mesure, on peut réussir à déployer l'appareil de production ou l'appareil de création de valeur de Pixo ou de Revolt de plus en plus par l'intermédiaire de financement extérieur avec des citoyens et d'autres euh, pour leur permettre de scaler plus. Mais en fait, je suis persuadé que à court terme, moyen terme, voire même assez long terme, il y aura toujours un organe ultra centralisé que sera la core team Pixo ou la core team Revolt. Peut-être que ça évoluera dans le temps, mais aujourd'hui la cohabitation n'est pas compliquée. Je pense qu'elle pourra le devenir à un moment ou à un autre, mais je suis assez confiant. Pourquoi? Parce que en fait l'intérêt des investisseurs, si tu regardes, si je me place vraiment moi de côté investisseur tradi, mon intérêt il est que euh, ces deux boîtes-là, vu les marchés sur lesquels elles se positionnent, le monde de l'électrique et le monde du réemploi et les contenants dans la restauration, c'est des marchés où je dis pas que c'est des winner takes all, mais c'est vraiment des marchés où tu vas prendre beaucoup de parts de marché si tu veux être gros. Et il y aura pas 75 000 concurrents non plus à terme. Et donc du coup, les investisseurs, ils ont envie de se déployer le plus vite, le plus fort. Et ils vont nous retrouver l'argent à un moment, évidemment. Mais leur plus gros intérêt, c'est l'acquisition de nouveaux clients et de nouveaux consommateurs, clients de clients. Et donc du coup, je pense que c'est dans leur intérêt de faire venir ces lobbies, enfin ces petites communautés. Mais la friction peut venir au moment où le gâteau sera un peu gros et il faudra se partager le gâteau. Et bah forcément, il y aura potentiellement des problématiques à cet endroit-là. Mais je reste confiant quand même et je pense qu'il y a des parades à ça. Après, c'est vrai que ça pose une question beaucoup plus large de comment demain doit se construire une organisation lorsqu'elle a besoin de lever des fonds. C'est par quelles étapes, quelles implications entre des investisseurs plus traditionnels, plus gros, et des investisseurs individuels, sachant que je suis à peu près persuadé que les deux doivent coexister pour des produits demain. Donc ouais, mais c'est intéressant. Après, pour le moment, Ouais. ça va.
Ok, carrément. Ok. Euh, je me demandais également si Cardashift avait vocation plus à aider des projets ancrés dans le réel, physique, à mettre un pas dans le Web 3, ou si votre but c'est aussi de kick-off quoi, des projets purement blockchain et ou crypto dès le départ. Alors parce que je sais pas si c'est un hasard ou si c'est peut-être juste le résultat du choix des votes de la communauté, mais tu vois, Pixo et Revolt sont bien deux projets à la base qui ont une activité très justement très monde réel, monde physique avec des produits qu'on peut toucher, euh, mais qui n'avaient pas forcément une expertise Web 3. Donc est-ce que c'est juste un hasard pour le moment ou c'est voulu? Je pense que c'est voulu. Ouais, c'est plutôt voulu. Alors, je plein de pistes de réponse à ça, mais je pense qu'il y a un point qui est important, c'est nous on est monté à bord et on a voulu construire cette aventure pour avoir de l'impact positif. Le problème, c'est que quand on se positionne comme une plateforme ou un accompagnateur, je n'ai jamais moi un impact positif. C'est mes clients qui ont un impact positif et je leur permets peut-être, si je fais bien mon boulot, d'avoir plus d'impact, d'aller plus vite. Et ça, je pense que c'est important. Et en fait, le risque qu'on voyait à aller sur de la pure tech, euh, des projets pure Web3, c'est qu'en fait, on, on finance et on accompagne d'autres enablers, enfin d'autres outils. Ce que je trouve très très bien. Mais en fait, pour commencer, on avait besoin plutôt de montrer le concret et de dire, ah bah regardez, on peut vraiment, vous, société, organisation qui souhaitait, qui avait une mission autour des enjeux de sociétaux, environnementaux, vous pouvez aller plus loin en utilisant cette technologie et on va le prouver. Et donc du coup, dans ce sens-là, c'était intéressant nous pour défendre notre promesse. Après, il y a, je dis pas que peu de projets, enfin, j'ai peu d'applicatifs du Web 3 qui sont, s'ils sont purs digitaux, sont vraiment à vertu ultra positive pour la société et l'environnement. J'en ai peu. Je pense qu'il y a toujours un lien vers le physique ou très souvent. Par contre, et ça c'est vrai, on est en train du coup de rentrer dans une logique et c'était voulu, mais on a tout un pan avec nos projets qui sont des projets très monde réel, et on a tout un pan qui est plutôt un pan products and infrastructures, donc tout ce qui est autour du produit, des infrastructures qui sont soit des produits que nous on veut lancer, donc par exemple le produit économie circulaire, grosso modo demain Pixo peut lancer une collection de NFT, une trésorerie et un dashboard à la volée tout seul sans nous. Donc l'objectif c'est qu'ils puissent créer autant de sales qu'ils veulent, de ventes qu'ils veulent pour leurs besoins en financement. Et en face de ça, ce qui est important, c'était vraiment la partie quels sont les produits et services, enfin surtout produits et infra qu'on veut mettre à disposition. Exemple bête, on a par exemple, on va avoir besoin demain sur de la preuve d'impact d'avoir tout ce qui se passe autour des oracles centralisés, décentralisés. C'est de la tech assez deep dont on a besoin. Kardashev n'a pas vocation à le faire directement, ou certainement pas. On n'a pas envie de monter une équipe de 500 000 personnes pour pouvoir créer plein d'outils. On a plutôt envie de promouvoir l'engagement communautaire et on a par exemple fait un fonds de subvention sur Catalyst, qui est le fonds de Cardano, et on finance aujourd'hui 3 outils qui demain pourraient s'intégrer dans la suite de solutions que Kardashev propose sur des enjeux de mesure d'impact ou sur des enjeux euh, de mise en relation de professionnels passionnés et de social scoring autour des enjeux d'impact. Donc ouais, tu vois, on fait plein de choses de ce côté-là. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus exploratoire. On a, nous, envie de se concentrer sur vraiment des produits-services très précis. Par contre, derrière, on a conscience qu'il y a de tech dont on va avoir besoin demain. Et ces technologies-là, c'est pas nous qui les développerons, c'est plutôt tous ceux qui le font déjà à merveille. Donc voilà. Ok. Mais si typiquement, je suis curieux, qu'est-ce que tu nous verrais? Est-ce que tu as un projet que tu nous aurais vu accompagner qui serait beaucoup plus Web3 based, très digital? T'en as en tête? Tu verrais mais j'ai vu quelques projets gaming, je dois dire, où j'aurais pu aimer les accompagner parce que je pense que c'est un très bon moyen d'accompagner le changement de comportement. Mais bon, je sais pas, toi, t'as des idées?
Moi, j'ai pas d'avis particulier. Après, tu vois, avec ce podcast, j'ai pu discuter avec quelques entrepreneurs purement Web 3, mais pour le coup, enfin ils s'en sortent bien sans nécessairement votre accompagnement, je pense. Donc oui, c'est peut-être ça fait peut-être plus sens d'aller ça fait peut-être plus sens d'aller accompagner des entreprises qui ont une démarche entrepreneuriale classique, Mm. mais qui savent pas trop comment entrer dans cet écosystème et quelles sont les règles à suivre, que des gens qui sont déjà full Web 3, ouais. Mm. Bah, Mais en fait, voilà, il y a des très beaux projets de toutes parts, hein, c'est pas. ouais, c'est clair, c'est clair. Bah, ça dépend, mais je suis assez d'accord avec toi. Et nous, on accompagne aussi. Après, c'est plus de manière informelle. On échange avec énormément de projets Web3, Impact, Climat, Société, avec qui on donne du temps. On donne du temps sur des petits sujets sur lesquels on est plus à l'aise. Et aujourd'hui, on a eu la chance de pouvoir faire un an où on a fait que de l'exploration. Enfin, on a rencontré plein de projets, plein d'industries différentes à tous les niveaux en France, à l'étranger. Et donc, du coup, ça fait qu'aujourd'hui, on a, en dehors de Revolt, Pixo, on a une petite dizaine de projets qui sont en train de, 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 de se passer dans le fond et qui vont bientôt être publics pour certains. Ou en tout cas, bientôt, on arrivera à des stades où on pourra prendre des décisions de si oui ou non on avance sur les sujets. Ok, très bien. Ça marche. Donc tu l'as un petit peu mentionné, mais si on essaie de regarder sous la carrosserie de Cardashift, si je comprends bien, là, ce que vous êtes en train de créer, c'est une boîte à outils euh, pour aller euh, créer une DAO facilement, se financer avec des mécanismes Web3, c'est des choses comme ça. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu plus sur cette boîte à outils pour bien comprendre ce que vous proposez? Ouais, carrément. La boîte à outils, je pense que c'est le bon terme. Après, c'est parfois c'est pas très sexy, pas très vendeur, Hmm. mais ça n'en est pas moins une boîte à outils. Je pense que la structure de base qu'il faut se dire, c'est reprenons le modèle des projets qu'on accompagne aujourd'hui. Donc Pixo Revolt, principalement, c'est un modèle relativement simple où on dit euh, on va mettre sur le marché une collection de NFT. Chaque NFT va donner une part d'une trésorerie qui est sur la blockchain, qui est un smart contract sur la blockchain. Euh, et ça s'arrête à peu près là derrière un dashboard et tu peux suivre l'état de ton investissement et tous les X temps en fonction des cas d'usage, tu vas recevoir ton argent directement sur la trésorerie on-chain. Donc ça, c'est vraiment le principe Déjà, très simple. ouais, excuse-moi, déjà pour bien poser les choses, je sais pas si tous les auditeurs seront hyper connaisseurs de ces sujets, mais c'est vrai que pour certains, on associe encore NFT uniquement à des objets artistiques, mais en fait avec un NFT on peut faire en soi plein de choses. Et donc là, on est sur un NFT financier, donc qui va représenter, comme tu l'as dit, de la trésorerie, et donc tu peux y associer des sortes de droits de dividendes ou des choses comme ça, quoi. C'est ça, c'est un NFT pour un partage de revenus par l'entreprise. C'est grosso modo Pixo, c'est je finance le déploiement de contenants réutilisables chez des restaurateurs. Et les contenants, aujourd'hui, le modèle économique autour des contenants, c'est à chaque cycle, il y a un paiement qui est effectué. Et donc, c'est sur ce paiement-là, donc sur le chiffre d'affaires qui est généré par les contenants qui ont été mis dans le réseau, que chacun va du coup reprendre enfin, récupère un pourcentage du chiffre d'affaires qui est sa part dans la trésorerie. Et donc c'est finalement relativement simple, mais on finance les opérations de Pixo et on reçoit une partie du chiffre d'affaires qui a été généré. Et tout ça se passe dans un environnement qu'on veut le plus transparent possible. Et l'avantage, effectivement, avec les NFT, c'est de dire, bah, le droit de base, c'est ton droit à ta part de la trésorerie. Mais si tu veux la récupérer, cette part de la trésorerie, tu dois brûler ton NFT, donc tu dois le mettre hors de la circulation. Tu décides de Mhm. t'en aller de la DAO. Et sinon, c'est dans cette logique on va te donner des avantages en plus. Les avantages en plus, c'est la possibilité de réinvestir plus tard,
la possibilité de prendre des décisions sur à quoi sert l'argent, la possibilité derrière de potentiellement, et ça c'est une partie de l'intégration qu'on va très vite travailler, qui est sur l'application Pixo, si tu montres que tu as un NFT, tu as accès à un programme de fidélité chez certains restaurateurs. Enfin, ça permet aussi de créer ce lien-là avec l'objet NFT qui est extrêmement intéressant, c'est de dire je deviens vraiment investisseur, j'ai le NFT, mais à côté de ça, on va pouvoir m'engager et Pixo va pouvoir m'engager quotidiennement auprès des restaurateurs. Et là, il y a vraiment des choses super intéressantes à faire. Nous, Cardashift, on se concentre vraiment aujourd'hui principalement sur cette capacité à avoir un marché primaire, donc dire permettre à une entreprise de générer sa collection de NFT et que dans le même temps, quand elle génère sa collection de NFT, elle puisse paramétrer sa trésorerie, qui est donc un smart contract, et créer son dashboard. Donc le dashboard où on va pouvoir suivre les performances et mettre des informations sur les contenants ou quoi que ce soit selon les entreprises. Tout ce process-là, c'est le plus important pour nous parce qu'aujourd'hui, d'ici la fin du deuxième trimestre, on donnera la capacité à n'importe lequel de nos clients qui a déjà lancé une fois avec nous, de le faire à la volée comme ils le veulent, sans qu'on n'intervienne plus. Ils ont les mains sur une interface admin et le font direct eux-mêmes. Ils pourront lancer des levées de fonds à la volée en fonction de leurs besoins de financement. Et nous, c'est vraiment le cœur du réacteur pour nous. Après, effectivement, on va venir y ajouter plein d'idées d'utilité qu'on pourrait imaginer, mais j'ai envie de dire, c'est pas à date, c'est vraiment des gris-gris en plus, j'ai envie de dire, parce que la vraie valeur, elle est vraiment déjà sur ce process de base de trésorerie et la capacité à vraiment industrialiser ça pour qu'un maximum de sociétés de l'économie circulaire puissent passer par nous pour financer leurs besoins de dépenses d'investissement et tout en construisant une base citoyenne engagée. Et ça peut avoir beaucoup de valeur. En tout cas, c'est un parti pris qu'on a et je pense qu'on a le bon discours en tout cas parce que beaucoup de sociétés de l'économie circulaire qui sont dans l'économie circulaire sont très intéressées par ce qu'on fait parce qu'elles ont à la fois des besoins en financement et des besoins d'engager leur base d'utilisateurs ou de bénéficiaires et aujourd'hui elles ont du mal à le faire. On a des outils qui permettent de faciliter ça. Ok. Et donc, est-ce que ça veut dire que vous vous orientez de plus en plus vers une marketplace, un peu comme les plateformes de crowdfunding qu'on connaît, sur lesquelles en fait, ça te donne justement les outils pour lancer ton projet ou ton produit et lancer une campagne de collecte de fonds. Ouais, je pense qu'on tourne vers ça en disant que la step qui suit, et c'est du crowdfunding, donc c'est le financement participatif, et donc il y a le mot participer qui est assez important. Participer, c'est pas uniquement donner son argent, participer, c'est pouvoir s'engager, pouvoir faire des choses, et donc c'est tout le pan derrière, c'est post-investissement. Enfin, une fois que t'es rentré dans la barque, qu'est-ce que tu peux faire, quel type d'interaction tu peux donner, et c'est là où effectivement en fait ces actifs numériques, ces NFT qui aujourd'hui ont été vus que beaucoup comme des JPEG, enfin des images et rien de beaucoup plus. Mais en fait, c'est génial parce que c'est des clés. C'est une clé et derrière la clé, derrière la porte, on met ce qu'on veut. Et donc du coup, ça peut être un programme de fidélité, comme ça peut être plein de choses. Et sur cette base-là, du coup, l'objectif, c'est vraiment de créer une expérience qui soit beaucoup plus complète pour ces projets. Après, la grande différence, enfin, je pense pas que ce soit très différent finalement, mais c'est nous ce qui reste quand même important, c'est que il y aura jamais quiconque ne pourra pas venir et utiliser la plateforme. On pourra pas être une plateforme ouverte non plus, parce qu'on est nécessairement, on a des obligations. En tout cas, c'est les exigences qu'on se pose sur les due diligence, on va étudier les projets qu'on a en face de nous et surtout leurs ambitions d'impact et le fait que faut pas qu'elles aient des promesses qui soient pas tenables de ce point de vue-là. Mm-hmm. Et donc ça va être tout un sujet pour nous pour amener de la scalabilité. Et donc il y a cette marketplace crowdfunding très économie circulaire. Et après la question c'est pour nous et c'est une question qu'on est en train de traiter aujourd'hui, c'est est-ce que du coup le marché carbone, le marché des actifs biodiversité, il y a aussi un marché philanthropique qui est intéressant, tout ce qui existe déjà.
est-ce que nous, on a vocation à venir capter ces offres-là sur une marketplace aussi, ou est-ce qu'on se concentre uniquement sur de l'économie circulaire? À court terme, c'est des vraies questions qu'on peut se poser parce qu'on a des opportunités un peu partout. Mais en tout cas, on sent que là où il y a vraiment quelque chose à faire aujourd'hui, c'est sur cette dimension économie circulaire avec cette logique de revenu sharing. Donc, tu finances des actifs, enfin, tu finances une dépense d'investissement qui génère du revenu et tu prends une partie de ce revenu. Ce qui semble être un process assez simple, mais ça reste des process risqués parce qu'on est sûr de rien. S'il n'y a pas de CA qui est généré, c'est compliqué. Et c'est pour ça que la sélection est importante parce que je regardais quelques plateformes et on a discuté avec pas mal de plateformes qui leur problématique elle est relativement simple, c'est qu'eux prennent des boîtes beaucoup trop jeunes ou très jeunes en tout cas, et donc du coup faire lever sans dilution et dire aux gens t'inquiète t'auras une partie de mon chiffre d'affaires, mais le chiffre d'affaires il y en a pas avant 2 ans, c'est pas forcément le optimal on va dire, et alors que tu vois, sur ce qu'on fait avec du Revolt ou du Pixo, on est beaucoup plus sur des revenus directs, quoi. Enfin, Revolt, c'est 6 mois. On aura, je pense, finalisé la première partie de la trésorerie en 6 mois. Pixo, ça va être pareil, quoi. Ça va être très rapide parce qu'il y a déjà de l'activité. Je pense que c'est là où il y a des choses où il faut faire un peu attention parce qu'en plus, quand on parle à une communauté un peu plus Web3, je pense que l'enjeu du timing est assez important. On n'est plus sur des gens qui ont envie de gagner de l'argent rapidement, ou en tout cas d'avoir des résultats rapidement. Et c'est vrai qu'attendre 2 ans sans qu'il se passe rien, avec un token sur ton wallet, bon, c'est peut-être pas le plus optimal. Ouais, pour l'écosystème crypto enthousiaste, ce serait pas le plus attractif. Ce qui est marrant parce que pourtant, quand t'investis dans une boîte, dans une startup, eh ben, tu en vois pas la couleur avant des années. C'est pas du tout liquide, au contraire. Et là, c'est plutôt du long terme, avec toujours une grosse part de risque, mais long terme. Ouais. Ok, ça marche. Et d'ailleurs, pourquoi utiliser un NFT et pas un token fongible pour ce système-là? Enfin, pour Pixo, on comprend bien pourquoi ça doit être un NFT parce que, enfin, si on parle bien de la même chose, si j'ai bien compris, mais j'ai compris qu'avec Pixo, hein, on pourrait acheter via le NFT un lot de contenants. Et donc chaque lot est unique, hein, ils vont pas se retrouver dans les mêmes restaurants. Il y en a potentiellement qui vont être abîmés ou autres, donc il faut bien qu'on les distingue avec un identifiant unique. Mais pour d'autres cas de figure où en fait tout le monde a juste la même part de trésorerie, est-ce qu'il y a un avantage à faire ça en NFT ou c'est l'objet NFT est plus beau, si tu veux mon humble avis. Okay. Tenir un marché NFT n'a pas la même c'est pas fait de la même manière parce que tu vas tenir un floor price sur OpenSea. En fait, t'as pas de la liquidité comme t'as sur du token fongible, évidemment, où t'es coté sur index, t'as des pools, il faut que tu te listes pour être visible, etc. Enfin, t'as beaucoup d'enjeux qui sont, en fait, un peu superflus à mon sens. L'avantage des NFT, c'est que, moi, je le vois vraiment comme ça, j'ai une collection, j'ai 500 NFT, ça veut dire que j'ai 500 droits à attribuer. Et ces 500 droits, c'est des droits à la trésorerie, mais c'est des droits à la gouvernance, c'est des droits à demain tout ce qu'on pourra imaginer. Et en plus de ça, on peut y ajouter le fait que ta clé là, ce fameux NFT, il peut être joli. Tu peux avoir une œuvre d'art par-dessus et tu peux commencer vraiment aussi. Enfin, ça commence par là. Moi, j'ai envie que les gens soient fiers de montrer leurs assets et disent regarde, j'ai ce NFT là qui m'a permis de financer ce McDo qui a changé toute sa vaisselle, blablabla. Enfin, et j'ai envie que la personne soit fière de le montrer, donc j'ai besoin d'avoir un objet qui soit joli visuellement, et c'est vrai que le NFT semble bien pour ça. Donc ouais, il y a plein de raisons à ça. Je pense que la raison la plus profonde, c'est en fait, on n'a pas besoin pour ce type de cas d'usage d'avoir des tokens fongibles dans lesquels on veut une liquidité particulière. Autant créer des tokens non fongibles. On peut les appeler semi-fongibles si on veut. Mais ouais, en tout cas, c'est assez sexy et c'est plus facilement défendable qu'un token fongible où là, ça devient assez vite compliqué. Et ouais. Ok.
token fongible aura tendance en général à être encore plus spéculatif, quoi. Plus. Totalement. Ok. Eh ben écoute, top. Est-ce que j'ai encore des questions pour toi? Ouais, peut-être la dimension expansion de Cardashift. En fait, j'ai deux dimensions en tête. J'ai le côté international. Est-ce que vous avez vocation, je crois que vous avez vocation à être international. Comment vous voyez les choses là-dessus? Est-ce que vous avez une communauté plus importante en France aujourd'hui ou pas? Et l'autre dimension, c'est la dimension blockchain. Est-ce que vous avez vocation à aller sur d'autres blockchains? Voilà. C'est de belles questions. Je pense par essence qu'un projet Web3 est international à compter du moment où un actif est sur le marché. Donc ça veut dire peut être accessible par quiconque où qu'il soit. Donc à partir de là, j'estime qu'on est internationaux. D'autant plus que les chaînes sur lesquelles on est aujourd'hui sont plutôt internationales et sont pas trop françaises par ailleurs. Après, c'est très pragmatique. Aujourd'hui, on a une communauté, effectivement, j'ai plus les derniers chiffres en tête, mais on doit être à 40% francophone, entre 40 et 50%. Okay. Je pense qu'aujourd'hui, on fait plus d'acquisitions en France, donc on est en train peut-être d'inverser. Ça me choque pas du tout, parce qu'on a quand même une grosse empreinte française, on est quasiment que des Frenchies, et du coup, aujourd'hui, en fait, vu ce qu'on fait, on est sur des écosystèmes locaux très forts, sur des marchés très spécifiques, des industries spécifiques, sur l'économie circulaire & co. Je pense qu'on a un intérêt à court terme, moyen terme, de rester très francophone, en tout cas européen, parce qu'on va se confronter par ailleurs à des cadres réglementaires qui vont évoluer. Et si déjà on arrive à être compliant en Europe et à faire notre beurre en Europe, on sera content. Si en plus après on doit aller aux US, etc., ça peut être beaucoup plus compliqué, mais on n'est pas du tout fermé à ça. Nous, ce qu'on se dit et ce qui est important, c'est qu'on est plutôt dans une logique de on veut pas devenir une boîte de 1000 personnes, bien loin de là, on a envie de rester à taille humaine et plutôt d'avoir des homologues qui font exactement la même chose que nous partout dans le monde. Et donc du coup, la deuxième étape, là on va avoir une étape de 12-18 mois, on va être encore très francophone et on va certainement commencer à prendre des opportunités à l'étranger. Donc là, on a déjà pas mal de projets qu'on accompagne de plus loin qui ne sont pas des projets français, mais bon, ça ajoute plein de complexité parce qu'on n'est pas présent, connaît pas les marchés et on peut pas s'inventer sachant alors qu'on ne l'est pas à cet endroit-là, alors qu'en France, on a quand même beaucoup plus de légitimité déjà. Et donc l'enjeu pour nous, il va vraiment être, et ça commence déjà aujourd'hui, de dire comment est-ce que on donne des méthodes en open source pour qu'il y ait de plus en plus de personnes qui fassent exactement le même boulot que nous pour d'autres boîtes à impact partout dans le monde et qu'on se retrouve tous sur la même marketplace pour faire la fête, quoi. Enfin, c'est vraiment pour changer, faire cette transition en faisant la fête et pour ça, en fait, ça implique pour nous qu'on n'ait pas l'envie de s'étendre outre mesure et qu'on soit plutôt dans la logique de dire, bah là, tiens, j'ai trouvé un partenaire à Rio au Brésil, il y a pas mal d'opportunités là-bas. Comment est-ce qu'on partage nos savoir-faire pour que eux commencent à utiliser nos outils et pour qu'à la fin ça se retrouve sur la marketplace, mais on le fera pas nous-mêmes, quoi. Donc ça, c'était sur la première question. Sur ta question sur les chaînes, c'est vrai que nous on a commencé sur Cardano. Je peux en parler très longuement. On a vocation à y rester. Par contre, aujourd'hui, à court moyen terme, on a pris des décisions assez structurantes qui sont vraiment principalement dues au fait qu'il faut aller vite et qu'on a besoin de montrer des choses. Et donc on a décidé de se lancer sur Polygon aujourd'hui à court terme. Donc on a lancé Revolt sur Polygon, on va relancer Pixo sur Polygon, notre produit économie circulaire, toute cette partie launchpad, trésorerie, dashboard avec la marketplace seront sur Polygon d'abord, et on a des projets par contre qui lanceraient sur Cardano, mais c'est pas pour le court terme. Le choix, il a été vraiment d'aller vers une chaîne EVM, donc sur laquelle on peut développer en Solidity, où il y a moins de complexité, il y a plus de volume, en tout cas alors, il y a du volume. Pour les non-techos, EVM, Ethereum Virtual Machine, donc c'est compatible avec le réseau Ethereum. Et ensuite Solidity, c'est quoi un peu
Solidity, Ça correspond à quoi avec les avantages? Ouais. c'est le langage de programmation pour programmer des smart contracts, donc qui sont ces fameuses briques de code qui te permettent de créer des applications décentralisées. Par exemple, le fait de dire on va permettre à des gens qui détiennent un token de voter. Ça se passe. La tech qui est derrière, c'est un smart contract, et il y a sur toutes les chaînes, toutes les blockchains, il y a des possibilités d'écrire des smart contracts, et ça dépend du coup des langages de programmation qui vont ajouter plus ou moins de complexité. Et Solidity est le plus connu et partagé aujourd'hui de tous. Ok, ça marche. Et donc, sur du Polygon, tu vas te retrouver quelque part sur Ethereum, alors que Cardano a vraiment développé sa propre blockchain. Tout à fait, oui. Cardano, c'est un layer en lui-même. C'est complètement différent. Ouais, c'est un layer one en lui-même. L'approche de gestion des transactions est fondamentalement différente de celle qu'on peut voir sur Ethereum ou n'importe quelle chaîne aujourd'hui. Ça se rapproche plus du Bitcoin en termes de gestion de la donnée que de ce qu'on peut voir sur Ethereum. Ok. Et ça marche. Et donc t'as aussi une communauté plutôt portée NFT plus importante sur Polygon, non? Cardano bouge très bien, mais je pense que Polygon est encore un peu devant. Ok, bah écoute, ça marche. Je sais pas si tu voulais ajouter quelque chose par rapport à ce choix-là, parce que je t'ai interrompu, ou si on avait fait le tour. Vincent, dis-moi. Non, bah écoute, pas grand-chose à dire. De toute façon, ce qu'il y a à dire pour moi sur le choix de la chaîne, c'est à un moment donné, il faut effacer la tech et se dire que de toute façon, c'est vraiment pas ça qu'on cherche, c'est l'usage de la tech qu'on cherche. Donc, tant que la tech te permet d'atteindre cet usage-là, tout en ayant une expérience de nos utilisateurs qui soit à peu près simple, parce qu'aujourd'hui on n'y est pas encore sur un truc ultra simplifié pour n'importe qui comme une application mobile comme on connaît bien au quotidien. Tant que la tech fonctionne, je pense que c'est le plus important, parce qu'il faut se projeter quand même dans un monde où demain on ne verra plus ce qui se passe en dessous, et il y aura peut-être plein de blockchains qui parleront entre elles, ou peut-être qu'il y en aura qu'une. On ne sait pas vers où va aller exactement le marché, mais le plus important, c'est de pouvoir construire et de montrer que la tech peut servir concrètement à quelque chose. Absolument. Ça marche. Bah écoute, super intéressant. On est sur la fin de notre échange. Donc je sais pas si si t'as en tête d'autres sujets passionnants qu'on n'aurait pas abordés, s'il y a des perspectives futures, peut-être pour conclure, que tu voudrais nous partager. Bah écoute, moi je pense que on a fait le tour de pas mal de choses. Des perspectives futures, il y en a plein, j'en ai commencé à en mentionner. Je pense que pour tous ceux qui sont intéressés par ce qu'on fait, je vous invite à rejoindre nos réseaux, et surtout n'hésitez pas à poser des questions où vous nous trouviez, parce on essaie d'être un maximum réactif. L'enjeu pour nous, il est vraiment d'amorcer un mouvement qui commence déjà à être amorcé. Il y a de plus en plus d'acteurs qui essaient d'aller dans le sens dans lequel on va, et je pense qu'on a juste besoin d'être toujours plus, parce que faut qu'on pousse pour que ces cas d'usage sortent vraiment de la terre, et que on arrive vraiment à utiliser cette tech pour que ça ait du sens, et qu'on puisse aller vers un monde qui soit plus désirable pour tous. Et donc du coup, c'est vraiment ce mouvement-là qui est important, et c'est dans ce sens-là où on va avoir beaucoup d'initiatives qui vont émaner du Kardashift et de pas mal de ces contributeurs actuels, dont les corps contributeurs, comme j'en suis un par exemple, mais on a pas mal de contributeurs qui sont des petits satellites autour. Il y a pas mal d'initiatives que vous verrez sortir ces prochains mois qui vont dans le sens de la démocratisation, et dans le sens de comment est-ce qu'on travaille tous ensemble pour. Et je serais par ailleurs ravi qu'on puisse échanger sur la possibilité de faire quelques débats en Twitter Space ou autres, ou LinkedIn Space, avec des mecs de l'industrie, et des mecs et des nanas, pardon, de l'industrie, et d'autres. Mais par exemple, sur le sujet carbone, qui était un très bon sujet, justement, je réfléchissais, parce qu'on en parle très régulièrement ces derniers temps, et je dis,
est-ce que je pourrais pas organiser une space avec 3-4 personnes qui sont dans le marché de tokenisation carbone, 2-3 qui sont dans le monde réel, et un régulateur aussi, enfin pour ramener toutes ces personnes autour de la table et animer un petit débat, ça ferait pas de mal sur le sujet. Et en fait, on m'a demandé plusieurs fois si j'étais intéressé par le faire ou organiser parce que je discute avec pas mal de ces personnes-là. Et je pense que ça va faire partie des types d'initiatives qu'on va de plus en plus voir parce qu'on est beaucoup à commencer à se structurer et en tout cas à vouloir faire des choses. Et je pense par ailleurs, en étant un peu chauvin en disant ça, qu'il faut qu'on le fasse aussi en français, parce que on a un vrai intérêt aujourd'hui à rester dans notre langue aussi, pour qu'il y ait une adoption déjà en France de ce qu'on fait. Et je prends l'exemple de Time for the Planet sur les sujets d'impact, qui je pense est un bon exemple. Ils l'ont très bien prouvé que en commençant en étant français et en restant français, ça c'est ce qui permet d'arriver à une masse critique de personnes qui n'était pas le cas pour la majorité des projets crypto qui commencent et qui veulent d'emblée être internationaux aussi. Et c'est un peu l'erreur, ou peut-être pas l'erreur, mais c'est le choix qu'on avait pris avec Cardashift, où aujourd'hui on est en train de se dire, attends, en fait notre force elle est en France, c'est là où on a le plus de réussite et on a le plus de leviers. Commençons déjà, restons internationaux, mais mettons plus d'efforts sur la francophonie à court moyen terme pour construire une base solide et construire des logiques qu'on va pouvoir répéter pour relancer des communautés ailleurs. Mais c'est vrai que là c'est un peu le shift qui est en train de s'opérer, c'est de se dire en fait il faut qu'on soit solide sur nos appuis, et si déjà on arrive à financer toutes les infrastructures de l'économie circulaire en France, on aura déjà assez bien contribué aussi à notre monde, donc du coup c'est déjà pas mal, et essayons d'aller plutôt dans ce sens-là. Donc voilà, en tout cas plein de choses de prévues, et surtout aussi des choses un peu plus enchantrices que ce qu'on peut voir là, dans le sens où il manque sur Pixo Revolt, on n'est pas encore dans les dimensions artistiques et tout ce que peut amener l'art dans toutes ces notions de transition, et vous verrez, je pense, dans les prochains mois qu'on les a pas oubliés et qu'on est en train aussi de faire quelque chose qui sont plutôt artistiques, grand public, et qui devrait vous plaire. Ok, top. Effectivement, j'espère que vous apporterez votre pierre à l'édifice. Enfin, c'est déjà le cas au marché français, parce qu'il y a déjà pas mal de choses à faire chez nous. Mais c'est cool d'être dans un pays où il y a quand même déjà un écosystème dynamique. Yes. Et écoute, super. Donc si on veut suivre le projet de près, suivre Cardashift, on va sur cardashift.com, on rejoint le Discord classiquement, je pense. Ouais, cardashift.com, on rejoint le Discord. On a pas mal de liens vers de la documentation un peu partout, donc c'est déjà très suffisant. Twitter pour les personnes les plus Web3, et LinkedIn pour celles qui sont plus sur ce réseau-là. On n'est pas encore aujourd'hui sur des réseaux comme Instagram ou TikTok, par contre. Ok. Et toi, t'es plus LinkedIn ou Twitter, alors, si on veut te retrouver personnellement? Moi, je suis joignable et disponible sur les deux, généralement. Okay. Écoute, super. Bon, excellent. C'était passionnant. Merci beaucoup, Vincent. Et à la prochaine. Merci à toi, Antoine. Merci, ciao. À bientôt. Merci infiniment d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si ce contenu t'a plu, tu peux me soutenir de 2 manières. Premièrement, en t'abonnant à l'émission via l'application de podcast que tu utilises. Deuxièmement, en me laissant une note de 5 étoiles et un commentaire positif. C'est ce qui permet au podcast d'être visible, et c'est une manière de m'encourager à enregistrer de nouveaux épisodes. Enfin, si jamais tu souhaites me suggérer un ou une invitée, je te propose de me contacter sur LinkedIn, Antoine Taureau. Mon nom de famille s'écrit T-H-O-R-E-A-U. À la prochaine!